Bienvenue sur le podcast des atypiques sensibles, un podcast dédié à tous ceux qui n'entrent dans aucune case. Je suis Nadège, coach de vie certifiée spécialisée dans l'accompagnement des atypiques sensibles. Mon objectif au travers de ce podcast est de te permettre de mieux te comprendre et d'oser te montrer tel que tu es. Ensemble, allons faire briller ton unicité. Ici, pas de blabla, mais du peps, de la joie, de la créativité et beaucoup de bienveillance. Si ce podcast te plaît, laisse 5 étoiles et un avis, ça lui permettra de voyager et d'agrandir la communauté des atypiques sensibles. Dans ce 22e épisode du podcast des atypiques sensibles, nous allons explorer le concept de l'hypercompassion. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Comment faire pour distinguer la compassion classique de l'hypercompassion? Quels sont les signes les plus courants de l'hypercompassion et comment gérer celle-ci de manière saine? On va aller chercher à répondre à toutes ces questions au cours de cet épisode, mais on va commencer déjà par définir cette hypercompassion pour pouvoir un peu la différencier d'une compassion plus classique. L'hypercompassion, c'est vraiment une forme de compassion intense et profonde envers les autres. Elle est accompagnée d'une forte réactivité émotionnelle aux souffrances des autres. Ça signifie que les personnes qui sont hyper compatissantes ressentent une empathie extrême, une préoccupation intense pour le bien-être des autres. On se soucie bien davantage du bien-être des autres que du sien en général quand on est hyper empathe. Maintenant, comment la distinguer d'une compassion un peu plus classique, un peu plus dans la norme ? Vraiment, la compassion à la base, elle implique de ressentir de l'empathie et de la compassion envers les autres, mais elle est équilibrée. Elle ne conduit pas à une détresse émotionnelle excessive. En revanche, l'hypercompassion, c'est vraiment une réactivité émotionnelle intense, une implication émotionnelle excessive. On vit la souffrance de l'autre. Il y a vraiment ce côté-là. Je vais vous donner un peu d'exemples de ça parce que ça peut être un peu flou encore, même après cette définition. Donc j'avais envie de vous donner les 5 signes qui pour moi sont les plus représentatifs et les plus courants chez les personnes qui ont une compassion hyper développée. Déjà, il y a la sensibilité émotionnelle accrue, on en a parlé tout à l'heure. C'est des personnes qui vont avoir tendance à ressentir les émotions des autres de façon très, 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 très intense. C'est très fort, c'est bouleversant, ça chamboule. C'est des personnes qui peuvent être facilement submergées par la détresse émotionnelle des autres, mais pas seulement quand on est proche de l'autre. C'est des personnes qui peuvent être complètement chamboulées par des images de guerre à la télé, par des images d'attentats, par des images de tempêtes, des images d'inondations où les autres souffrent finalement. Il y a des difficultés à établir des limites émotionnelles. Alors les personnes qui sont hyper compatissantes, elles ont souvent du mal à distinguer leurs propres émotions de celles des autres. On peut faire écho un petit peu au podcast sur le côté éponge émotionnelle, terme que j'aime pas trop, mais le côté absorber les émotions des autres. Et finalement, à force d'absorber ces émotions, elles vont oublier leurs propres émotions et le message de leurs propres émotions qui est en lien avec leurs besoins. Donc, ça va être une totale négligence de soi. Le sentiment de responsabilité excessive. Les personnes qui sont hyper compatissantes peuvent se sentir personnellement responsables du bien-être des autres. C'est de ma faute si cette personne ne va pas bien, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû l'aider à ceci, j'aurais dû l'aider à cela. On s'hyper responsabilise et du coup on a tendance à prendre à cœur les problèmes des autres et à se sentir obligé de les résoudre. On pensera au fameux triangle victime, bourreau et puis sauveur et on se met bien dans la tête qu'à ce moment-là on est en position de sauveur. Bien entendu, l'autre va être la victime qui va être enquiquinée par un bourreau. On va chercher à se mettre au service de la victime et on s'épuise bien forcément. Il y a ce truc d'épuisement émotionnel qui arrive par la suite parce que
l'hyperréactivité émotionnelle, l'implication profonde dans la souffrance des autres. Finalement, ça va nous épuiser émotionnellement et physiquement parce qu'on va être drainé. On va avoir l'impression d'être vidé, d'être aspiré, que notre énergie est aspirée par les personnes qu'on veut sauver, alors que finalement, bien souvent, elles ne nous ont pas demandé grand-chose. Il y a une négligence de soi, bien entendu, qui vient et qui est un point aussi d'attention. Il va falloir vraiment être vigilant là-dessus parce que les personnes hyper compatissantes, elles ont souvent tendance à se sacrifier au profit des autres et finalement à oublier, à s'oublier, à oublier de prendre soin des autres, de prendre soin d'elles et à prendre uniquement soin des autres. Et on se retrouve dans des cas qui peuvent être au sein d'une famille, des burn-out parentaux, au sein d'une entreprise, du burn-out professionnel. Parce que justement, à force de faire trop, on se rend compte qu'on a épuisé que toute notre énergie est partie. Et en général, quand on s'en rend compte, il est beaucoup trop tard. On va aller voir aussi, parce que je trouve que c'est très intéressant, en quoi l'hypercompassion, elle peut être nuisible pour nous-mêmes. Parce que là, on l'a vu, c'est pas top pour nous, mais ça peut carrément être nuisible parce que ça peut nous emmener dans une détresse émotionnelle. On commence à entendre parler de burn-out émotionnel, mais on a aussi cette détresse émotionnelle chronique, cet épuisement, cette négligence de soi et des difficultés relationnelles. Et finalement, on peut se retrouver en anxiété chronique, en stress chronique, on peut se retrouver avec une angoisse très forte, à ne plus pouvoir sortir, peut-être en agoraphobie, à ne plus pouvoir agir parce que justement, on va être dans le tout le temps, avoir envie de faire pour les autres et avoir ce sentiment d'impuissance qui grandit. Et qui vient perturber notre équilibre. Comme on ne pourra pas sauver le monde, on va avoir l'impression qu'on ne pourra sauver personne et qu'on est inutile. Ou alors, quand on sort, on a l'impression d'être aspiré énergétiquement et on n'a plus envie de ça, donc on n'a plus envie de sortir. Donc, c'est des points de vigilance sur lesquels il va falloir être sans arrêt en observation quand on voit qu'on dévie vers l'hypercompassion ou quand on sent que quelqu'un autour de nous pourrait dévier par là. L'hypercompassion, on peut aller la réguler de manière plutôt saine. Il y a plusieurs choses qui peuvent vous sortir de l'hypercompassion et vous aider à revenir dans une compassion beaucoup plus classique. Alors déjà, il y a la pratique de l'autocompassion. Accordez-vous la même compassion et le même soutien que ce que vous offrez aux autres. Prenez soin de vos propres besoins émotionnels. Accordez-vous du repos, de la détente quand vous en avez besoin. Faites-vous un câlin quand vous en avez besoin. Et c'est ça en fait. Écoutez-vous. Écoutez ce qui se passe à l'intérieur de vous. Comme vous êtes attentif aux besoins des autres, soyez attentif à vos besoins. Le deuxième point, ça va être d'établir des limites émotionnelles. Ça, c'est un truc qu'on ne nous apprend pas du tout. Mais pourtant, c'est essentiel d'apprendre à distinguer vos émotions de celles des autres. À identifier les moments où vous absorbez trop les émotions des autres et à mettre en place des limites saines pour protéger votre bien-être émotionnel. C'est vraiment indispensable. Ça fait partie vraiment des bases pour éviter de tomber dans l'hypercompassion et revenir vers une compassion saine et sereine. On va aussi pouvoir pratiquer tout ce qui va être régulation émotionnelle. Aller développer des techniques de régulation émotionnelle pour mieux gérer notre réactivité émotionnelle excessive. Alors, il peut y avoir des exercices de respiration, de méditation, de journaling ou toute autre pratique qui nous aide à nous recentrer, à nous apaiser émotionnellement. Il y en a pas mal dans les épisodes précédents. Si vous les avez écoutés, vous commencez à avoir une boîte à outils qui se fournit un petit peu plus à chaque écoute. N'hésitez pas à aller réécouter certains épisodes où les exercices vous ont fait du bien et à les reproduire. On va aller chercher du soutien aussi. N'hésitez pas à vous entourer de personnes qui vont être compréhensives, qui vont être bienveillantes. C'est pas la peine d'aller s'entourer de personnes qui vont vous taper sur la tête, vous le faites déjà très bien vous-même. En général, on est notre pire bourreau, donc c'est pas la peine d'aller en chercher d'autres. Mieux vaut se diriger vers des personnes qui peuvent nous aider à comprendre et à réguler notre hypercompassion. Alors, il peut y avoir
des personnes dans l'entourage, mais bien souvent, ils ont du mal à prendre du recul. Ils ont un vécu qui fait que peut-être eux ne vivent pas ça, ils n'ont jamais eu ce souci. Donc, ils vont se dire non, ça n'existe pas, c'est pas possible, je ne l'ai pas vécu, je ne l'ai pas vu, ça n'existe pas. Ou alors, claquement de doigts, si tu veux vraiment, tu peux t'en sortir. Ça, c'est des choses qu'on peut entendre et qui nous font du mal. Si vraiment autour de nous, on n'a pas de personnes qui peuvent nous soutenir, on peut aller chercher le soutien d'un thérapeute ou d'un groupe de soutien, de certains groupes de parole, de groupes même sur les réseaux, dans des forums, sur des groupes Facebook, sur des groupes Discord. J'en ai parlé dans les épisodes précédents. N'hésitez pas à rejoindre le Discord des atypiques sensibles. C'est vraiment la communauté bienveillante, parfaite pour venir échanger sur de tels sujets. Il va être aussi indispensable d'être patient avec vous-même, d'éviter de vous juger pour votre hypercompassion, parce que c'est encore pire en fait, on augmente le mal-être. Puis d'apprendre aussi à reconnaître que vous avez le droit de prendre soin de vous. C'est pas égoïste. C'est pas être égoïste que de prendre soin de soi. C'est un petit peu comme l'image du masque à oxygène qui descend dans l'avion. Si vous voyez les masques à oxygène descendre, on vous le dit, l'hôtesse, elle vous le dit, mettez le vôtre avant de vouloir sauver les autres. Si vous commencez par mettre le masque des autres, vous ne pourrez plus sauver personne parce que ce sera fini pour vous. Si vous mettez votre masque, vous aurez l'oxygène nécessaire pour aller mettre le masque de différentes personnes dans l'avion. C'est la même chose. Plus vous prenez soin de vous, plus vous avez rechargé vos batteries pour avoir de l'énergie pour prendre soin des autres. Votre bien-être et votre bonheur, il est aussi important que celui des autres, voire même plus. Vous êtes la seule personne avec qui vous passerez toute votre vie. N'oubliez pas ça. Maintenant, on va aller explorer un petit peu un autre domaine dans l'hypercompassion. Ça va être les causes possibles, le pourquoi. En général, on se dit, mais pourquoi moi je suis comme ça et pourquoi les autres ne le sont pas? Alors, il n'y a pas une cause unique, ce serait trop facile, comme pour tous les traits de caractère, comme pour beaucoup de caractéristiques qui composent une personnalité. C'est de multiples causes qui font que l'hypercompassion est là. Alors, on peut être plus prédisposé à l'hypercompassion parce qu'on va avoir un tempérament, une expérience de vie, un environnement social qui va aider l'hypercompassion à s'installer. On peut aussi avoir vécu des traumatismes, des négligences, des perturbations émotionnelles qui peuvent être plus enclines à développer une hypercompassion. Il y a vraiment ce truc du terrain dans lequel on a commencé notre vie qui fait qu'elle s'installe ou qu'elle ne s'installe pas. Mais attention, il faut aussi noter que l'hypercompassion, elle peut être liée à des troubles psychologiques ou émotionnels, comme par exemple dans le trouble de stress post-traumatique, la dépression ou l'anxiété. Et dans certains cas, l'hypercompassion, c'est peut-être une stratégie inconsciente pour compenser des sentiments de détresse personnelle. Et dans ces cas-là, moi, je vous invite vraiment à aller consulter un psychologue, un psychiatre, mais au moins votre médecin généraliste pour pouvoir en parler. Parce que ce n'est pas quelque chose qui passe comme ça du jour au lendemain. Il faut savoir qu'il n'y a pas de test, pas d'évaluation spécifique pour déterminer si on est hyper compatissant ou pas. Mais on peut se référer aux signes et aux caractéristiques que j'ai mentionnées précédemment déjà pour se faire un premier autodiagnostic, pour se faire un premier avis et bien entendu consulter un professionnel de la santé mentale qui peut vous aider à évaluer votre niveau de compassion et à déterminer les meilleures stratégies pour vous parce que chacun va avoir des stratégies qui vont fonctionner d'une façon complètement différente, tout comme on est tous différents les uns des autres, une stratégie qui va fonctionner pour quelqu'un ne fonctionnera peut-être pas pour l'autre. Si vous-même, vous souffrez d'hypercompassion ou si vous êtes entouré de quelqu'un qui souffre d'hypercompassion, je vais vous donner quelques petites pistes pour pouvoir mieux vivre tout ça. Donc déjà, si vous êtes aux côtés de quelqu'un qui souffre d'hypercompassion, écoutez et validez ses émotions. Le but, c'est vraiment d'offrir un espace sécure pour que cette personne, elle puisse exprimer ses émotions et ses préoccupations sans avoir l'impression d'être jugée constamment.
Validez ses expériences. Ce qu'elle vit, c'est vrai. Vous n'avez peut-être pas le même point de vue, et ça, vous pouvez l'exprimer. Vous n'avez peut-être pas vécu les choses de la même façon qu'elle, mais montrez-lui que vous comprenez sa sensibilité, que vous comprenez que ça puisse la toucher. Encouragez cette personne à l'auto-soin. L'importance de prendre soin de soi-même et de se donner la permission de se reposer, de se détendre et de se ressourcer. Si vous avez l'occasion, proposez-lui de peut-être prendre un temps de détente commun, sans que cette personne ne pense à vous, mais qu'elle pense à elle avant. Et en lui donnant l'autorisation de penser à elle avant, elle le fera d'elle-même plus facilement. Offrez-lui un soutien émotionnel. Soyez présent, à l'écoute. Montrez que vous êtes là pour écouter, soutenir de manière saine. Parfois, on a juste besoin de déposer des choses. Il m'arrive, moi, que des clients m'écrivent un mail en commençant par « Ce n'est même pas la peine de lire, mais j'avais juste besoin de déposer ça. » Et ils me font un mail de 3 pages. Et oui, ça me fait rire parce que je me dis « Ok, en fait, ils ont compris qu'ils peuvent venir décharger leur packaging émotionnel là, qu'il n'y aura pas de jugement, que je suis libre de lire ou pas et de leur répondre ou pas. Et voilà, ils se sentent libres et ça, c'est extraordinaire. À partir du moment où une personne est capable de vous envoyer un message et de vous dire, écoute, j'ai besoin de déposer ça auprès de toi, j'espère que tu es OK. Si tu es OK, tu peux lire. Si tu n'es pas OK, je te laisse passer à autre chose, mais j'ai juste besoin de faire confiance et de poser les choses. Encouragez aussi la personne à rechercher de l'aide auprès de professionnels. Si la personne éprouve des difficultés significatives liées à son hypercompassion, encouragez-la à consulter un professionnel de santé et plus particulièrement de santé mentale. On est encore dans une société où voir un psy, c'est parce qu'on est fou, pas du tout, ou alors je suis folle. Mais peut-être, mais non. Ma psy m'a confirmé que tout allait bien, donc ça va très bien. Un thérapeute, il est là essentiellement pour nous aider à comprendre les causes sous-jacentes à notre problématique, à développer des stratégies adaptées et à nous aider à augmenter notre niveau de bien-être et plus particulièrement dans ce cas-là, de bien-être émotionnel. Il n'est pas là parce qu'on est fou et qu'on devrait être à l'asile mais qu'il n'y a pas de place. C'est pas du tout ça en fait. Et on est encore trop dans une société qui prend les soins psychologiques pour quelque chose qu'ils ne sont pas. Si vous êtes une personne qui souffre de son hypercompassion, j'ai quelques petits trucs aussi à vous partager. Pratiquez la détente et la respiration. Il y a des techniques de relaxation, la respiration profonde, la méditation guidée, méditation marché, pleine conscience, le yoga, qui peuvent vous aider à vous détendre et à calmer votre réactivité émotionnelle. Moi, je sais que les exercices de respiration fonctionnent très très bien pour moi et tout ce qui va être méditation guidée, méditation marché, ça fonctionne très bien pour moi. À vous de trouver un petit peu ce qui peut vous faire du bien. Cultivez l'empathie cognitive. L'empathie cognitive, c'est celle qui vous permet de comprendre les émotions des autres sans absorber émotionnellement les choses. Donc, c'est passer, pour une fois, je vous dis l'inverse, mais ça va être passer de l'émotion au mental. Mentaliser l'émotion. Ça va vous permettre de maintenir une distance émotionnelle tout en restant compatissant. Il est bien entendu que pendant une séance, si je me pose là en hypercompassion, je ne vais être utile à rien du tout si la personne se sent mal. Mieux vaut moi de mon côté que je mentalise l'émotion, que j'aille chercher son message, son déclencheur, qu'est-ce qui s'est passé, etc. plutôt que de la laisser m'envahir. J'espère que c'est assez clair sur ce point-là. Ensuite, je vous invite vraiment à établir des limites émotionnelles. Apprendre à reconnaître vos propres limites émotionnelles et mettre en place des frontières claires, ça va vous permettre de vous protéger de la surcharge émotionnelle. Alors, ça peut inclure des moments de solitude, des moments de repli, des pratiques d'ancrage, la méditation de l'arbre, ou le partage de vos sentiments avec des personnes de confiance. Ça, c'est des choses qui vont vous permettre vraiment
d'établir des limites émotionnelles de j'en peux plus, j'ai besoin d'être seule, de partager, de me recentrer. Vous aussi, bien entendu, pratiquez l'auto-soin régulièrement, je le répéterai jamais, mais prenez du temps pour vous. Prenez soin de vous. Identifiez les activités qui vous procurent de la joie, du calme, de l'énergie et intégrez-les régulièrement dans votre vie. C'est au quotidien qu'on prend soin de soi. C'est pas une fois par mois parce qu'on se rend compte à la fin du mois qu'on n'a pris aucun temps pour être bien avec soi-même. Chaque semaine, on fait le point. On va voir, est-ce que j'ai pris suffisamment de temps avec moi-même? Oula, pas du tout. Je rectifie le tir. La semaine prochaine, je me cale des créneaux de rendez-vous avec moi-même. Des temps que je prends 10 minutes pour lire le matin, 5 minutes pour une pause, pour boire un thé à la fenêtre et regarder, écouter les oiseaux chanter, regarder le paysage. C'est des petits temps où on se retrouve avec soi et ça aide vraiment à prendre soin de soi. On peut amplifier en pratiquant par exemple une activité sportive qui nous fait du bien, en s'inscrivant dans un club, je sais pas, ça peut être club de lecture, artistique, de chant, voilà. Mais prendre du temps pour faire des activités qui nous font du bien. Mais il n'y a pas de petit temps. C'est juste prendre du temps à la mesure de ce qui est possible pour nous. Et la dernière des choses, ça va être de développer une perspective équilibrée. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? En fait, c'est se projeter dans le fait qu'on ne peut pas résoudre tous les problèmes des autres. C'est ce truc de tu ne peux pas sauver le monde à toi tout seul. C'est pas possible. Donc voilà, faut savoir, comme je le disais tout à l'heure avec l'exemple du masque à oxygène qui descend dans l'avion, faut savoir se projeter en se disant je ne pourrai pas sauver tout le monde, je fais mon maximum, mais je prends soin de moi pour pouvoir faire ce maximum. On va apprendre petit à petit à se distancer des situations qui nous submergent émotionnellement et à nous recentrer sur des solutions réalistes. Début de guerre en Ukraine, beaucoup de personnes sont venues me dire « Je me sens pas bien, je suis submergée par la douleur de ces personnes, qu'est-ce que je peux faire? Je peux pas aller sur le front, comment je peux faire quelque chose? Je me sens inutile, je me sens nulle. » Parce qu'il y avait cette envie de se poser là, en position de sauveur, parce qu'on voit les autres souffrir et qu'on se dit « je ne peux pas les laisser comme ça ». On se prend 5 minutes, on se pose et on se demande qu'est-ce que je peux faire? Quelles sont les solutions réalistes? Je peux faire des dons. Je peux organiser une collecte pas loin de chez moi. Je peux peut-être faire une proposition d'hébergement. Et après, quand j'ai plus d'idées. Mais c'est ok en fait. Aller sur le front pour mener le combat, c'est pas notre place. On peut pas faire ça. C'est pas possible. On a une famille, voilà. Donc on a des gens qui comptent sur nous au quotidien. On a un job, on peut pas lâcher tout d'un jour à l'autre. Par contre, on peut agir. On peut ne pas rester dans l'inaction. Donc ça va être ça. Ça va être de se dire, ok, mon cerveau, il part dans tous les sens. Il est submergé par l'émotion. Top. Je pose toutes les idées que j'ai sur le papier. Je barre toutes celles qui sont surréalistes, irréalisables. Et je vois si je peux réaliser les autres. Je mets un timing. En combien de temps je peux faire ça? Toc. Ok. À cette date, je l'aurai fait. Qu'est-ce qui fera que je sais que je l'ai fait? Par exemple, c'est tout bête, mais faire un don, ça va être de recevoir le mail qui va dire votre don a été réceptionné. C'est des choses toutes bêtes. Mais pour un objectif, on fixe une date et on va voir ce qui fait qu'on saura qu'il est réalisé. Donc voilà, on arrive tranquillement à la fin de cet épisode. Merci de m'avoir écouté. J'espère que vous y avez trouvé des informations utiles sur l'hypercompassion, des pistes pour la gérer de manière saine. Rappelez-vous d'une chose, il est important de prendre soin de soi en étant compatissant envers les autres. Et on se rejoint pour le prochain épisode. On va continuer à explorer tout plein de nouvelles dimensions de l'atypie et de la sensibilité. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un avis sur votre plateforme d'écoute préférée ou à me rejoindre sur mon compte Instagram, les Créa Coaching de Nad. Je vous mets dans la description de l'épisode
le nom de mon compte Instagram, mais aussi le lien direct vers le Discord si vous voulez rejoindre la communauté des atypiques sensibles. À très bientôt!